Disons que vous voulez conduire de New York à San Francisco. Comment pourriez-vous calculer le chemin le plus court possible? Il y a plus de 64 millions d'intersections dans le réseau routier nord-américain. Donc, une estimation simplifiée donne environ 10 puissance 220 itinéraires possibles. Même si vous pouviez vérifier 1 milliard d'itinéraires par seconde, il vous faudrait quand même plus de 10 puissance 200 années pour tous les tester. Ce n'est pas seulement un problème pour les logiciels de navigation. Tout système indépendant, comme un robot ou un personnage de jeu vidéo qui doit naviguer dans un labyrinthe ou un parcours d'obstacles, est confronté au même problème. Et pourtant, Google ou Apple Maps vous trouvera l'itinéraire en seulement 4 secondes. Alors comment est-ce possible? Nous avons collaboré avec la chaîne TwoSwap, qui réalise des simulations et animations pour expliquer ces algorithmes étape par étape. Elles trouvent à leur origine lors d'une séance de shopping à Amsterdam en 1956. Edgar Dijkstra avait besoin d'un problème. Il travaillait sur un logiciel pour l'ARMAC, un des premiers ordinateurs développés au Centre mathématique des Pays-Bas. Il était presque prêt à débuter, mais à l'époque, le public jugeait les ordinateurs presque inutiles. Tellement inutiles, en fait, que Dijkstra a rencontré des problèmes pour déposer son dossier de mariage. Le droit matrimonial néerlandais exige que vous indiquiez votre profession, et j'ai dit que j'étais programmeur. Mais les autorités municipales de la ville d'Amsterdam ne l'ont pas accepté au motif qu'une telle profession n'existait pas. Et croyez-le ou non, sous la rubrique profession, mon acte de mariage porte la mention ridicule physicien théoricien. Dijkstra voulait une démonstration précise pour prouver la puissance d'ARMAC, même aux profanes. Le problème, bien sûr, c'est que pour une démonstration destinée à des personnes non informaticiennes, il faut un énoncé de problème que les non-mathématiciens puissent comprendre. Et ils doivent comprendre la réponse. Lors de cette sortie shopping, il a pensé au problème idéal. Quel est le chemin le plus court pour aller de Rotterdam à Groningen? Autrement dit, un algorithme de plus court chemin. Voici un graphe simplifié des Pays-Bas. Les nœuds représentent les villes et les arêtes qui les relient sont les routes. Voici la manière la plus simple de trouver le plus court chemin de Rotterdam à Groningen. En partant de Rotterdam, nous explorons d'abord ses voisins pour trouver Groningen. Comme elle n'en fait pas partie, nous marquons Rotterdam comme exploré et poursuivons la recherche. Nous allons maintenant étendre l'exploration à partir de ces 4 nœuds vers tous leurs voisins. Nous continuons à nous étendre ainsi, explorant chaque nœud voisin jusqu'à tomber sur Groningen. Cet algorithme, appelé recherche en largeur, trouve toujours le chemin le plus court car il explore d'abord tous les nœuds à une étape, puis à 2, etc. Donc s'il existait un chemin de Rotterdam à Groningen en 4 étapes, nous l'aurions trouvé lors de la 4e itération. Nous ne l'avons pas trouvé, donc le chemin le plus court doit compter 5 étapes. Mais il y a un problème avec cette approche. Je veux dire, l'algorithme considère que toutes ces routes ont la même longueur, ce qui n'est évidemment pas vrai. Ajoutons donc des coefficients pour représenter les distances entre ces nœuds. Le chemin le plus court est désormais plus difficile à trouver. Dijkstra cherchait une méthode plus efficace. Un matin, je faisais des courses à Amsterdam avec ma fiancée et fatigués, nous nous sommes assis à la terrasse d'un café pour prendre un café. Et je me demandais simplement si je pouvais faire cela. Son idée était la suivante. D'abord, vous vouliez garder une trace de la distance la plus courte depuis la source jusqu'à chaque nœud. On appelle aussi cela le coût. Son but, trouver le chemin le plus court de la source à un nœud, puis construire les chemins les plus courts à partir de ce nœud, puis du suivant, etc. Le coût du nœud de départ était 0, mais n'ayant pas encore exploré le graphe, il a attribué un coût infini aux autres nœuds. Comme dans un parcours en largeur, Dijkstra a débuté à la source et exploré ses nœuds voisins. À chaque étape, il se demandait si ce chemin vers ce nœud était le plus court rencontré. Par exemple, cette arête a un poids de 1, alors que le coût du nœud est infini. C'est le chemin le plus court vers ce nœud jusqu'ici. Donc Dijkstra a mis à jour son coût à 1. De même, ces nœuds ont été mis à jour à 3, 2 et 4. Après avoir vérifié les nœuds voisins de Rotterdam, Dijkstra l'a marqué comme exploré. Ensuite, ce nœud ayant le coût le plus bas parmi les non explorés, Dijkstra l'a exploré. Comme avant, il a vérifié ses arêtes pour réduire les coûts des nœuds voisins. Dijkstra a pu mettre à jour ce voisin de l'infini à 6, soit une longueur de chemin totale de 5 plus 1. Mais il ne pouvait pas le mettre à jour.
Le chemin actuel coûte 5, mais le coût du nœud était de 3. Cela montrait qu'un chemin plus court existait déjà depuis la source, donc aucune mise à jour du coût n'était nécessaire. Le prochain nœud à explorer est celui-ci avec un coût de 2, ce qui ferait passer le coût de son voisin à 5. Ensuite, celui-ci, coûtant 3, mettrait à jour ses voisins et ainsi de suite. Parfois, Dijkstra devait actualiser le coût d'un nœud plusieurs fois. Il a par exemple atteint ce nœud via des arêtes de poids 4 puis 3 pour un coût total de 7. Plus tard, il a trouvé ce chemin avec un coût de 6 et a de nouveau mis à jour le coût du nœud. Dijkstra a d'abord atteint Groningue avec un coût de 19, mais ce n'était pas le plus bas parmi les nœuds inexplorés. Ce nœud avec un coût de 16 pouvait encore cacher un chemin plus court vers l'objectif. Il a donc exploré les nœuds par ordre de coût et trouvé un chemin coûtant 18. Parmi les nœuds inexplorés, Groningue avait ensuite le coût le plus bas. Dijkstra était sûr d'avoir trouvé le chemin le plus court. Voilà pourquoi. Si le coût le plus bas parmi les nœuds inexplorés est 18, alors Dijkstra doit avoir exploré tous les chemins avec un coût de 16, 14, 13, tous les chemins inférieurs à 18. Aucun de ces chemins n'a atteint Groningue. C'est comme un parcours en largeur, où l'on explore chaque niveau à partir de la source. En explorant du coup le plus bas au plus élevé, l'algorithme de Dijkstra garantissait le plus court chemin vers n'importe quelle destination. C'était une invention qui a pris 20 minutes. Je l'ai conçue sans crayon ni papier. J'ai appris plus tard que l'un des avantages de concevoir sans crayon ni papier, c'est qu'on est presque obligé d'éviter toutes les complexités évitables. Lors de l'inauguration officielle d'Armac, en 1956, Dijkstra a demandé aux membres du public de lui donner 2 villes sur une carte simplifiée des Pays-Bas. Armac a alors imprimé l'itinéraire le plus court, ville par ville. Cela a parfaitement fonctionné. L'ordinateur a eu un tel succès que le centre a immédiatement lancé la génération suivante. Quant à son algorithme, il est simplement resté dans ses papiers pendant des années. Les algorithmes n'étaient pas jugés assez sérieux pour les revues de mathématiques, et il existait peu de revues d'informatique. Mais en 1959, il a publié son travail dans Numerische Mathematik, ou Mathématiques numériques, une toute nouvelle revue allemande qui avait besoin d'aide pour s'établir. Et c'était le début. Finalement, cet algorithme est devenu, à ma grande stupéfaction, l'une des pierres angulaires de ma renommée. Je l'ai trouvé au début des années 60 dans un livre allemand sur la science de la gestion, Das Dijkstrasche Verfahren. Soudainement, il y avait une méthode qui portait mon nom. L'algorithme de Dijkstra reste l'un des algorithmes de plus court chemin les plus élégants. Mais ce n'est pas suffisant pour Google Maps. Disons que je veux aller de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, jusqu'au zoo de Central Park. D'abord, l'algorithme de Dijkstra vérifie tous les trajets de 10 km, puis tous les trajets de 20 km, et ainsi de suite jusqu'à atteindre tous les trajets de 28 km, ce qui inclut le zoo. La frontière de recherche couvre plus de 65 000 nœuds et inclut des endroits très éloignés, comme Staten Island et de grandes parties du New Jersey. Mais même s'il a cherché dans des directions illogiques, le temps d'exécution était d'environ 1/10 de seconde, ce qui est incroyablement rapide. Pour ceux voulant créer leur test de recherche de chemin, nous avons exploré ces algorithmes avec des scripts Python et des cartes OpenStreetMaps. Résoudre ce type de problème, c'est autant le parcours que le résultat. Vous comprenez Dijkstra en détail et améliorez vos compétences de programmation en même temps. Si vous voulez essayer, je recommande BootpointDev, le sponsor du jour. Leurs cours privilégièrent les fondamentaux avec de vrais exercices sans surcharger de code. Concevoir un jeu de rôle, créer une appli de paiement ou même exécuter l'algorithme de Dijkstra. Leurs cours débutent par des vidéos de présentation et introduisent progressivement la terminologie pour garantir votre compréhension. Ils parlent aussi de la prononciation. Vous connaissez Squeal? D'accord, c'est Squeal. Ce langage de programmation est devenu un obstacle pour certains emplois. Par exemple, 60% des offres en sciences des données aux États-Unis demandaient SQL l'an dernier. Près de 80% pour Python. Boot.dev vous forme aux langages et outils essentiels pour des postes back-end et DevOps. De Go et Docker à Linux et AWS. Vous pouvez commencer de zéro ou passer à des sujets plus avancés. Vous voyez, les ingénieurs DevOps aux États-Unis font toujours partie des métiers de la tech les mieux rémunérés parce que ces compétences sont vraiment difficiles à acquérir. Et c'est ça, l'essentiel. Allez sur Boot.dev et saisissez le code Veritasium pour bénéficier de 25% de réduction sur votre première année avec le forfait annuel. Merci à Boot.dev d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Maintenant, moins de 100 millisecondes semble rapide. Alors où est le problème? Les choses ralentissent fortement avec des graphes plus grands, comme le réseau nord-américain.
Pour comparer les algorithmes de recherche, on mesure leur vitesse moyenne. On sélectionne plusieurs points au hasard, puis on applique l'algorithme de Dijkstra à chaque paire et on calcule la moyenne des temps d'exécution. Un Dijkstra optimisé met environ 7 secondes par chemin sur le réseau nord-américain. Et pour beaucoup de ces recherches, l'algorithme doit explorer la plupart de ces 64 millions de nœuds. Petite précision, la plupart des requêtes dans cette moyenne concernent de très longs trajets, donc il est peu probable que deux points choisis au hasard soient proches l'un de l'autre. L'algorithme de Dijkstra est bien plus rapide dans une ville, et cette moyenne permet de comparer les algorithmes de recherche de chemin. Mais quand même, je peux attendre 7 secondes. Je veux dire, ça a pris environ 4 secondes sur mon téléphone. Mais ce n'est pas que moi. J'attends dans une file derrière Derek, Grégor, Casper et vous. Des millions de personnes pourraient aussi demander des itinéraires en même temps. Et même si Google a beaucoup de serveurs, il y a une limite. Pour que Google Maps fonctionne en quelques secondes, l'algorithme doit s'exécuter en moins d'une milliseconde, soit environ 7000 fois plus vite que celui de Dijkstra. Eh bien, un problème avec l'algorithme de Dijkstra, c'est qu'il cherche dans la direction opposée à la cible. Donc si on connaît la direction approximative, est-ce qu'il y a un moyen de pénaliser les itinéraires illogiques ? Revenons à notre trajet de Newark au zoo de Central Park. Nous voulons privilégier les nœuds proches du zoo. Les coordonnées permettent de calculer facilement la distance directe entre chaque nœud et la destination. Nous classerons les nœuds selon leur coût plus la distance en ligne droite. La chaîne Polylog illustre cela de façon remarquable. Nous pouvons représenter la distance en ligne droite de chaque nœud jusqu'à la cible comme sa hauteur, de sorte que le graphe s'étend dans l'espace 3D. Plus un nœud est éloigné du zoo, plus il est haut. Ainsi, l'algorithme pénalise les déplacements qui montent dans le graphe. De cette façon, les nœuds dans la direction opposée ne sont pas explorés dès le début. Ainsi, alors que la frontière de recherche de Dijkstra s'étend dans toutes les directions, cette version modifiée de Dijkstra, également appelée A étoile, se dirige immédiatement vers le zoo. Il vérifie seulement 7000 nœuds, soit presque 10 fois mieux que Dijkstra. En modifiant cette pénalité, aussi appelée heuristique, on peut ajuster à quel point A étoile se dirige résolument vers le zoo. Plus la pente est raide, moins A étoile s'étale. C'est une approche plus humaine pour trouver le chemin le plus court, puisque nous n'explorons que dans la direction approximative de la cible. C'est pourquoi A étoile est l'un des algorithmes les plus utilisés pour les PNJ des jeux vidéo. Par exemple, de nombreuses créatures dans Minecraft emploient une version de A étoile avec des pénalités pour les zones dangereuses. C'est aussi un algorithme populaire pour résoudre les labyrinthes. Au pire, A étoile vérifie autant de nœuds que Dijkstra, mais dans le bon labyrinthe, il peut réduire l'espace de recherche de plus de moitié. Mais quand j'essaie d'aller quelque part, je ne me soucie pas de minimiser la distance. Je veux juste y arriver le plus rapidement possible. Pour optimiser le temps, on divise la distance en ligne droite par la vitesse maximale sur le graphe. Cela nous donne le temps de trajet minimum, mais cette heuristique est une sous-estimation extrême. Si vous voulez choisir le chemin le plus court au sens de la distance géographique la plus courte, vous aurez certains avantages à utiliser A étoile par rapport à Dijkstra de base. Si vous choisissez le temps de trajet, d'après mon expérience, A étoile est moins performant qu'un Dijkstra bien optimisé. Vous explorez moins de nœuds, mais pas tant que ça, et vous devez maintenant aussi évaluer pas mal d'heuristiques que vous n'auriez pas à évaluer en utilisant un Dijkstra pur. Et celle-ci comporte notamment un calcul de racine carrée assez compliqué. Sur notre graphe de New York City, Dijkstra a exploré environ 9,5 fois plus de nœuds qu'A étoile pour trouver le chemin le plus court en distance. Mais si on passe au temps de trajet le plus court, le nombre de nœuds explorés par A étoile triple, tandis que celui de Dijkstra n'augmente que de 10%. Et c'est pire sur de plus grands graphes. Donc Google Maps a besoin de quelque chose de mieux qui fonctionne bien pour le temps de trajet. Et si nous lancions la recherche dans les deux sens, de la source vers la cible et de la cible vers la source? Si deux points sont distants de R, Dijkstra explore la plupart des nœuds dans un cercle d'air, pi r au carré. Mais avec deux recherches, les frontières vont se chevaucher autour de R sur 2 et couvrir une aire de la moitié de pi r au carré, soit la moitié de celle d'une seule recherche. Selon le graphe, cela peut même être mieux que la moitié. Une recherche Dijkstra de Carnegie Hall à Wall Street a exploré plus de 7200 nœuds. Mais un Dijkstra bidirectionnel a exploré un peu plus de 2600 nœuds, soit presque 3 fois mieux.
Même une recherche bidirectionnelle ne tire pas parti de la logique des réseaux routiers. Ils font quand même des choses que tu ne verrais pas forcément comme une bonne idée, non? Par exemple, ils regardent toujours le drive de chez In and Out pour voir s'il n'y aurait pas un chemin plus court si tu entres à moitié dedans et que tu trouves ensuite une façon astucieuse d'en sortir, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être cette intuition qui explique pourquoi Dijkstra et A étoile eux-mêmes ne suffisent pas. Tous les deux n'ont toujours pas vraiment une bonne perception de la hiérarchie du réseau routier. Pour aller d'un endroit à un autre, je sais que je vais d'abord emprunter des routes locales, puis l'autoroute. Quand j'approcherai de ma destination, je quitterai l'autoroute pour emprunter des routes locales. Il existe une hiérarchie dans les réseaux routiers, mais ces algorithmes ne peuvent pas en tirer parti. Ils exploreront une route locale sinueuse ou une autoroute inter-État avec la même probabilité si leur poids est identique. Comment peut-on vraiment intégrer l'intuition humaine dans un algorithme ? Si vous regardez les implémentations industrielles des années 90, par exemple, comme dans ces premiers systèmes GPS embarqués, ils avaient une classification des routes précalculées qu'ils annotaient sur les routes. Voici l'idée de base. Des géomètres allant sur le terrain et notèrent des informations sur une route, comme la limitation de vitesse, la largeur ou le type de route. Ils transmettaient ensuite ces informations aux sociétés de cartographie, qui les classaient manuellement dans des hiérarchies, par exemple autoroute express, route locale principale ou route étroite. Après avoir obtenu les cartes, le GPS utilisait un algorithme de Dijkstra bidirectionnel. Mais il y avait un piège, il commençait par rechercher toutes les routes étroites dans une zone candidate. S'il ne trouvait pas la destination, il traçait l'itinéraire vers la hiérarchie suivante, puis cherchait les routes locales principales de la nouvelle zone candidate. S'il ne trouvait pas la destination, il essayait ensuite les autoroutes. Les deux recherches finiraient par se chevaucher et donneraient l'itinéraire final. Ainsi, un pré-traitement réduisait la zone de recherche et utilisait la hiérarchie routière. Un inconvénient évident ici, c'est comment calculer correctement ces niveaux de hiérarchie. Et comment pouvez-vous vous assurer qu'ils sont corrects, dans le sens où vous ne manquez aucun des plus courts chemins ? Si la zone candidate est trop petite, l'algorithme peut proposer un itinéraire autoroutier alors que des routes locales seraient préférables. Une zone candidate plus grande peut trouver le chemin le plus court, mais au final, ce n'est guère mieux que Dijkstra. Pour cartographier le monde, Google aurait besoin d'un meilleur algorithme de routage. Une hiérarchie pré-traitée accélère les requêtes, mais cela implique un compromis. Notre ancien algorithme de force brute, qui calculait tous les chemins pour trouver le plus court, en est un bon exemple. Avec une table recensant tous les plus courts chemins entre deux points, les temps de requête seraient extrêmement rapides. Établir cette liste prendrait vraiment trop de temps. Voici un graphique. L'axe vertical indique le temps d'exécution des requêtes. L'horizontal, le temps de pré-traitement. Pour notre grande table de correspondance, ce serait ici. Exécuter Dijkstra depuis chacune de ces 64 millions d'intersections nécessiterait plus de 10 ans de calcul sur un seul cœur. Et la table représenterait plus de 8 pétaoctets de données brutes, soit l'équivalent de tout Wikipédia. 16 fois. Même avec la table, il faudrait en reconstruire des sections entières à chaque fermeture de route, ouverture de pont ou modification de circulation. En fait, cela ne tiendrait sans doute pas sur ce graphique. Mais pour l'instant, nous allons simplement le mettre ici. D'un autre côté, l'algorithme de Dijkstra ne nécessite aucune étape de pré-traitement, mais il prend beaucoup de temps à s'exécuter. Donc sur notre graphique, il se situerait à peu près ici. Google Maps a besoin de quelque chose d'intermédiaire, des temps de requête très rapides, mais pas trop de pré-traitement non plus. Dans ce cas, nous voulons être dans cette région. L'idée est similaire aux hiérarchies manuelles, mais avec deux grands changements. Nous allons d'abord pré-traiter automatiquement notre graphe pour classer les nœuds par importance. Une sortie entre deux autoroutes, c'est important. Une intersection vers une impasse, beaucoup moins. La catégorisation manuelle des routes n'est plus nécessaire. Nous appliquerons systématiquement un Dijkstra bidirectionnel qui explore uniquement vers le haut de la hiérarchie. Conçu intelligemment, on peut éliminer les zones candidates et assurer le chemin le plus court. La première étape est de construire cette hiérarchie. Comment sélectionne-t-on les nœuds essentiels ? Regardons ces deux petites villes. Nous allons tout supprimer dans une ville, sauf cette maison pour l'instant. Toute personne vivant dans cette maison doit passer par l'intersection au bout du pont pour aller quelque part. Tous les chemins les plus courts, vers et depuis leur maison traversent ce nœud. Il est donc essentiel pour eux. Ce nœud est moins important pour le reste de la ville. Après tout, on traverse le pont seulement pour aller à cette maison. Avec plus de maisons de l'autre côté,
le nœud du pont devient plus important. Tout trajet d'un côté à l'autre doit l'emprunter. Il est surtout important quand les deux villes sont de taille similaire et qu'ils divisent le graphe en deux. C'est alors que le plus grand nombre de plus courts chemins passe par ce pont. D'autres ensembles de nœuds peuvent couper le graphe en deux, comme cette rue principale, mais elle compte bien plus d'intersections que le pont. Un petit ensemble ou coupure de nœuds est important s'il divise presque en deux le graphe. Revenons au réseau nord-américain. Ces nœuds bleus divisant presque le graphe en deux. Si vous vouliez aller de n'importe où sur la côte est à n'importe où sur la côte ouest, vous seriez obligé de passer par l'un de ces 102 nœuds. C'est comme le pont reliant les deux villes. C'est vraiment petit, mais si vous regardez par où ça passe, c'est essentiellement le fleuve Mississippi. Et les ponts au-dessus du Mississippi sont coûteux à construire. Ce sont les plus grands goulets d'étranglement. Parmi les plus de 64 millions de nœuds, ces 102 obtiennent le rang le plus élevé, donc les valeurs les plus élevées. Maintenant, trouvons les prochains nœuds les plus importants. Donc que pouvons-nous faire des deux côtés? Eh bien, nous pouvons faire la même chose. Nous cherchons à nouveau de petites coupes. La coupe suivante sur la côte est suit l'Ohio, puis elle remonte vaguement les Appalaches, avant de redescendre vers le sud le long du Potomac. Sur la côte ouest, la coupe suit principalement les Rocheuses, puis le Colorado. Ces deux ensembles obtiennent les rangs immédiatement suivants pour leur côté. Et nous pouvons à nouveau les diviser en deux et classer ces nœuds. Et encore une fois. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons classé les 64 millions de nœuds. Cela s'appelle la dissection imbriquée. Cette étape de pré-traitement a deux objectifs. Nous voulons un algorithme qui ne parcourt pas beaucoup de nœuds, donc le temps d'exécution est très rapide, mais qui renverra aussi toujours le chemin le plus court. La hiérarchie que nous créons doit remplir ces deux objectifs. Testons-la sur un graphe plus petit. On néglige les poids des arêtes d'abord. Ces deux nœuds divisant le graphe à peu près en deux, on leur donne donc le rang le plus élevé. Ce nœud divise le sous-ensemble en deux et a donc le rang le plus élevé des trois. Les deux autres nœuds peuvent être classés dans n'importe quel ordre. De l'autre côté, ces deux nœuds divisent ce sous-ensemble en deux. Ils viennent donc juste après dans le classement. Puis nous classons les deux derniers nœuds avec les numéros restants. Que dire de ce classement? Nous divisons le graphe pareillement, mais les rangs à l'intérieur d'une même coupe sont simplement inversés. En divisant le graphe autrement, on peut obtenir ce classement. Ça divise même le graphe parfaitement en deux. N'est-ce pas mieux? Et tous ces classements sont valides. Nous expliquerons bientôt pourquoi on pourrait utiliser n'importe lequel d'entre eux, mais prenons celui-ci pour l'instant. La meilleure façon de visualiser ce classement est d'abaisser ou de contracter les nœuds dans l'ordre. 1 est le plus bas, 2 est juste au-dessus, et ainsi de suite. Nous pouvons maintenant introduire un algorithme de recherche. Pour accélérer l'exécution, nous limitons l'espace de recherche au déplacement vers le haut dans la hiérarchie. C'est pourquoi l'utilisation d'un Dijkstra bidirectionnel est essentielle. Sans recherche bidirectionnelle, l'algorithme resterait bloqué sur de nombreuses paires. Les deux recherches se rejoignent alors au sommet de la hiérarchie. Remettons les poids des arêtes. Quel est le chemin le plus court du nœud 4 au nœud 8? En partant du nœud 4, on atteint le nœud 9 avec un coup de 10. Depuis le nœud 8, on remonte et atteint le nœud 9 avec un coup de 5. Donc ça doit être le chemin le plus court avec un coup de 15. Voilà. Sauf qu'il y a un problème, ce n'est pas le chemin le plus court. En utilisant ce chemin, ça ne coûte que 3. Cette recherche ne vérifie pas les chemins qui passent par des nœuds de rang inférieur, mais on peut corriger cela avec un peu plus de pré-traitement. Commencez par le nœud de rang le plus bas. Ce nœud est-il relié à au moins deux nœuds de rang supérieur? Sur ce graphe, le nœud 1 est relié aux nœuds 3 et 8. Ceci est un triangle inférieur. Même si ce chemin pourrait être le plus court entre le nœud 3 et 8, notre recherche ne le considérera jamais. Nous allons ajouter un raccourci entre les nœuds 3 et 8, correspondant au coup de ce triangle inférieur. Cette arête n'existe pas dans le réseau routier réel, elle sert seulement à suivre les chemins les plus courts. Nous allons au nœud de rang inférieur suivant et faisons le même test. Il peut exister plusieurs triangles inférieurs ou déjà une arête entre les deux nœuds supérieurs. Dans ces cas-là, le raccourci représente le chemin ayant le coût minimum. Un chemin avec seulement des nœuds de rang inférieur ressemble à un itinéraire passant uniquement par des routes locales. On souhaite éviter que l'algorithme privilégie l'autoroute si une route locale est plus courte. Construire des raccourcis de bas en haut garantit qu'aucun chemin n'est oublié, tout en ignorant les inutiles. Ainsi, on réduit l'espace de recherche sans rater le chemin le plus court. Mais il y a un autre avantage au raccourci. Nous n'avons pas besoin de nous soucier autant d'obtenir un classement parfait. On peut couper le graphe à peu près en deux et classer les nœuds de chaque partie dans n'importe quel ordre. Si un chemin le plus court manque dans le classement, on l'ajoute plus tard par un raccourci.
C'est ainsi qu'on a obtenu 3 classements valides avec les mêmes instructions. Même avec n'importe quel classement, le chemin le plus court sera trouvé, mais un mauvais classement sera très lent ou fera exploser le graphe. Avec des nœuds alignés en ligne droite, il n'est pas nécessaire d'ajouter des raccourcis si on les contracte de gauche à droite. Cependant, en cherchant entre 2 extrémités, il faut explorer tous les nœuds et arêtes, ce qui n'est pas plus efficace que Dijkstra. Voici un autre classement possible avec les raccourcis. Nous n'avons à chercher que 2 arêtes, mais de nombreux raccourcis sont nécessaires. Dans certaines sections, il faut vérifier toutes les arêtes. Gérable, mais pas très efficace. Et donc, vous voulez trouver un compromis entre le nombre de raccourcis que vous introduisez et la rapidité de la requête. En pratique, la méthode de dissection emboîtée permet d'obtenir un bon ordonnancement des nœuds et ne prend pas trop de temps. Cet algorithme entier s'appelle une hiérarchie de contraction personnalisable. Ben l'a testé sur le réseau nord-américain pour nous donner une idée des temps d'exécution. En phase 1, nous ordonnons les nœuds et ajoutons des raccourcis, sauf si le graphe change, par exemple, avec un nouveau pont ou une route fermée. C'est la partie la plus coûteuse, mais une fois réalisée, elle change rarement. Je crois que ça a fini par durer 1h40 ou quelque chose comme ça. Vous pouvez passer plus de temps, vous obtenez de meilleurs résultats. Donc c'est un argument pour montrer que c'est une bonne idée. En phase 2, nous calculons les poids des raccourcis. À chaque mise à jour du trafic, cette étape doit être relancée, donc restez rapide. Je pense que c'est 7-8 secondes sans parallélisation et on descend à environ 1 seconde. Et c'est là que la mémoire commence à être sollicitée. Enfin, la 3e phase concerne la recherche elle-même. Rappelez-vous, pour un long trajet sur le réseau nord-américain, un algorithme de Dijkstra bien optimisé doit explorer la plupart des 64 millions de nœuds et prend environ 7 secondes par trajet. Vous savez, pour cette hiérarchie de contraction, le temps d'exécution de la requête était d'environ 200 microsecondes. Selon la façon dont vous configurez les choses, vous pouvez descendre à environ 100 de microsecondes. Mais pour des raisons pratiques, en dessous d'1 seconde, 1 milliseconde suffit largement. C'est 35 000 fois plus rapide que Dijkstra rien que dans cette expérience. Et en moyenne, il n'avait besoin d'explorer que 1450 nœuds, réduisant l'espace de recherche d'un facteur d'environ 44 000. Une recherche de Dijkstra de San Francisco à Montréal doit vérifier tous les nœuds de cette zone. Avec une hiérarchie de contraction personnalisable, il n'a besoin de rechercher que ces 1236 nœuds. La plupart des nœuds sont regroupés autour de la source et de la cible. Une fois suffisamment haut dans la hiérarchie, il ne vérifie que les coupes les plus importantes, comme le Mississippi. On ignore ce que Google Maps, Apple Maps ou d'autres applis de navigation utilisent en coulisses, mais toutes pourraient reposer sur des hiérarchies de contraction. Les hiérarchies de contraction personnalisables ne sont qu'une variante, et il existe d'autres algorithmes de routage non abordés. Mais en y réfléchissant, sa recherche principale reste celle de Dijkstra, un algorithme de 70 ans. 40 ans après son article, l'informaticien danois Mikkel Thorup affirme que tous les progrès théoriques sur les plus courts chemins depuis une source unique reposent sur l'algorithme de Dijkstra. Depuis 2000, de nombreux nouveaux algorithmes de plus courts chemins utilisent encore des éléments de Dijkstra. Des variantes des hiérarchies de contraction jusqu'à une percée théorique récente pour un algorithme de plus court chemin encore plus rapide. Tout cela repose sur une invention conçue en 25 minutes. Une partie du succès durable de Dijkstra tient simplement à sa simplicité. Comme il l'a dit, la simplicité est une condition préalable à la fiabilité. Dijkstra réfléchissait profondément au problème avant même de toucher un stylo, car au final, c'est le programmeur qui est responsable de son travail, pas la machine. Si en physique il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, vous pouvez toujours vous cacher derrière les profondeurs inexplorées de la nature. On peut toujours blâmer Dieu, ce n'est pas vous qui l'avez rendu si complexe. Mais si votre programme ne fonctionne pas, il n'y a personne derrière qui se cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une nature obstinée. Un 0 est un 0. Un 1 est un 1. Si ça ne marche pas, c'est une erreur de votre part. Avec ces 2 idéaux, il espérait laisser un héritage durable. Il a dit « Si dans 10 ans, quand vous faites quelque chose à la va-vite, vous imaginez soudain que je suis là, en train de regarder par-dessus votre épaule et que vous vous dites « Dijkstra n'aurait pas aimé ça », eh bien ce serait assez d'immortalité pour moi. Même si vous ne contrôlez que votre petit coin du monde, vous pouvez le rendre aussi élégant et réfléchi que possible, pour vous et ceux qui viendront après.
Avant de partir, je remercie encore Bootpoint Dev d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez les découvrir, vous pouvez consulter le lien dans notre description ou scanner ce QR code juste ici. Et n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction Veritasium pour bénéficier de 25% de réduction. Donc merci à Bootpoint Dev et je veux aussi vous remercier d'avoir regardé. You have arrived at your destination.